Bonjour à toutes et bienvenue. Merci d'avoir été à l'heure pour celles qui sont arrivées à l'heure et merci d'être venues déjà. Voilà. Merci d'être là. Voilà, c'est ça. Donc moi je suis Myriam, fondatrice de la société My Business School. Je suis issue à la base du milieu du marketing, de la communication et de l'événementiel. Et j'avais en fait cette sensibilité d'accompagner mes clients sur des problématiques de cohésion d'équipe, de communication. Et l'événement en soi, c'est très bien, mais j'avais ce manque en fait où quand on revient le lundi au bureau, finalement, rien n'a changé. Dans les équipes, on a fait un team building, on a fait une soirée d'entreprise, c'est très sympa sur le moment, mais il n'y avait pas de durabilité. Et c'est vrai que donc, j'étais sur Paris avant d'arriver sur Annecy il y a plus de 10 ans, et vraiment en charge de cette partie bien-être et cohésion d'équipe en événementiel. Et donc l'année dernière, j'ai décidé de créer My Business School, spécialisée vraiment en qualité de vie et bien-être au travail. Donc l'idée, c'est d'accompagner les clients de façon durable à travers des ateliers, des conférences, du coaching individuel ou de groupe. Et on accompagne donc les salariés et aussi les managers et les dirigeants d'entreprise, parce qu'ils ne sont pas à oublier, bien sûr, parce qu'ils portent aussi l'entreprise un peu sur leur dos. Un peu dur à dire comme ça, mais on se rend compte depuis un an que les dirigeants et les managers ont aussi besoin d'être accompagnés. Donc on est là pour accompagner vraiment l'ensemble de l'équipe, puisque la QVT, et Mélanie en dira un peu plus tout à l'heure, c'est vraiment l'affaire de tous, aussi bien des salariés que des managers et des dirigeants. Et donc la QVT, je ne veux pas faire un débrief sur ce que c'est, la qualité de vie et bien-être au travail. Les chiffres le prouvent, les bienfaits de sensibiliser les entreprises à la QVT sont aujourd'hui démontrés et prouvés par de nombreux chiffres, donc je ne vais pas m'éterniser sur ça. Mais on le sait, aujourd'hui, des salariés et des managers qu'on considère et qui sont mieux dans leur job, mieux dans leur esprit, mieux dans leur corps, c'est aussi des salariés et des managers qui sont plus efficaces, plus impliqués, plus engagés, plus performants. Donc l'intérêt de prendre en charge cette notion de QVT, elle est pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi pour le bien-être de l'entreprise. Voilà, donc je ne vais pas repartir sur les chiffres, on va passer à la slide suivante. Donc moi, avec My Business School, j'ai décidé d'aller à la rencontre des équipes et des entreprises pour comprendre les besoins. Donc on a créé un outil d'enquête entièrement personnalisé qui va s'intéresser et comprendre les besoins concrets des salariés. Aujourd'hui, on met en place un team building, on met des salles de pause, on fait des réunions d'équipe, c'est très sympa, mais parfois ça ne va pas répondre à un réel besoin des équipes. Donc nous, on va discuter avec les équipes, on a ce système d'enquête qui permet d'aller à leur rencontre. On se rend compte que déjà, rien que de discuter avec quelqu'un d'extérieur, déjà ça fait du bien, on se sent considéré. Et en face de chaque problématique, de chaque besoin qu'on aura détecté lors de l'enquête, on va proposer des solutions. Et pour ça, donc les solutions, elles sont proposées par toute une équipe de coachs, d'experts et d'intervenants. Je vais passer à la slide suivante. Qui sont donc au nombre de 12 aujourd'hui. Alors ils ne sont pas tous parce que j'en ai rentré des nouveaux, je ne les ai pas encore ajoutés. Mais on a donc des experts en communication, en cohésion d'équipe. On a des experts qui font du team building, des experts en aménagement d'espace, donc tout ce qui est ergonomie, luminothérapie également, tout ce qui est espace, la lumière dans les espaces de travail, c'est aussi très important pour le confort des équipes et des travailleurs, que ce soit dans le milieu industriel que dans les bureaux. Par exemple, on a des coachs, on a des personnes qui font de l'accompagnement de managers, gestion des émotions, gestion du stress. Voilà, tout ça en fait, c'est tout ce qui englobe la QVT. C'est vraiment l'environnement de travail qu'on va prendre en charge, mais aussi l'humain. Donc le slogan de My Business School, vous l'avez vu au tout début, c'est l'humain au cœur de l'entreprise. Là, on va vraiment prendre en compte l'humain tel qu'il est. Et l'idée, c'est de retrouver un peu cet équilibre en tant que manager ou en tant que collaborateur, pour pouvoir se sentir un peu plus apaisé, pour se sentir écouté. Dans la partie collaborative, dans la partie collective, on peut travailler donc avec des coachings de groupe et des coachings collectifs sur des problématiques très précises et très particulières. Donc ça, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de comprendre l'entreprise pour pouvoir aller ensuite l'accompagner. Souhaitant en savoir plus, vous pouvez me contacter ou on en discute à la fin des échanges, où on a donc toutes les infos sur le site internet, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre aussi. On essaie de communiquer assez régulièrement.
Mais nous, ce qu'on préfère, c'est quand même aller à la rencontre. Donc merci aussi à Laurine et à la CPME Haute-Savoie de permettre ce genre d'événements, parce que voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je préfère discuter avec les entreprises et avoir un vrai échange, parce que nous, on est dans l'humain. Vous l'avez compris. Donc aujourd'hui, c'est Mélanie de Souriez c'est lundi et Eric de EMAP Coaching qui vont vous parler donc plus précisément des RPS, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc je vais leur laisser la parole. Bonjour à tous, donc moi c'est Mélanie de Souriez c'est lundi. Et moi c'est Eric de EMAP Coaching. Voilà. Du coup aujourd'hui, voilà, on va intervenir sur les risques psychosociaux. Donc ravie d'intervenir sur ce sujet parce que c'est un vrai sujet du moment. Risques psychosociaux, alors nous c'est vrai que c'est notre slogan, comment passer des risques psychosociaux la prévention, la détection et la réparation. Voilà, c'est ça. Donc pour certains, c'est vrai que je ne sais pas à quel niveau vous en êtes sur les risques psychosociaux. Pour certains, on va peut-être avoir de la redite, des choses que vous connaissez déjà, mais c'est quand même important de repartir des fois sur des bases. Et pour d'autres, j'espère vous apporter des choses concrètes, des actions à remettre en place au sein de votre entreprise. Avant de commencer, on voulait avec Eric déjà voir avec vous, je peux passer à la slide suivante. Pour vous, une entreprise, c'est quoi? Voilà, une entreprise, ça c'est quoi? Si je devais vous poser une question en un mot, pour vous, une entreprise, c'est quoi? Est-ce que... En une phrase, Pas de question piège. Ouais. Est-ce que, je sais pas, pour vous, ça serait... je sais pas, est-ce que vous avez une idée? Une définition Oui, économique, là, c'est une entité économique destinée à vendre, à produire, aux moyens d'achat, aux moyens humains. Enfin, il doit y avoir une définition comme ça. Oui, d'accord. Okay. Après, au-delà des définitions purement, je dirais, conventionnelles, je veux dire, pour vous, vous le ressentez comment? Est-ce qu'il y a une image? Si vous aviez à dessiner une entreprise, par exemple, vous dessineriez quoi? C'est une équipe de doudingues. Une équipe de doudingues. qui essayons de satisfaire les attentes des clients. Ok. En gagnant de l'argent. Ok. Est-ce que vous avez une idée? Non, pas Non, pas Non. Ok. Le travail. Le travail. Le travail. C'est une somme de Ok. personnes. Converge Une somme de personnes. Une somme de personnes. Ok. Ok, intéressant. Ouais. Donc une entreprise, ça peut être éventuellement pour certains un lieu, Un bâtiment. une usine, un bâtiment. Ça peut être Ça peut être aussi une machine, des machines, des ordinateurs, des outils, notre matériel. Voilà. Et puis, comme vous l'avez tous dit, c'est humain. une équipe de doudingues. Et en fait, souvent, quand on présente ce genre de choses, on entend dire, finalement, une entreprise, c'est tout. C'est tout ça, en fait. Alors oui, c'est vrai, c'est tout ça. La chose, c'est qu'on va voir sur les RPS, on va surtout s'intéresser en fait au doudingue parce que c'est le moteur, c'est le cœur, c'est ce qui fait que ça avance. Un bâtiment, ça s'abîme, ça se répare. Une machine, ça se casse, ça se change. Un être humain, un peu plus compliqué et ça a un peu plus d'impact. Je peux laisser la slide de... Voilà. Ok, super. Donc effectivement, quand on... Attends, juste revenir en arrière, parce que du coup, je pensais qu'il y avait une slide entre les deux. Voilà, ce que vous expliquez, Eric, et ça va être important, si on allie les personnes aux machines, on va plutôt parler de TMS, du coup des troubles musculo-squelettiques, voilà, sur des choses. Donc là, il faudra faire plus appel à des ergonomes, des choses comme ça. Donc nous avons des coachs parmi notre équipe sur des ergonomes. Nous, voilà, on va vraiment se concentrer sur les risques psychiques, finalement, dans les entreprises. Du coup, je laisse. On voit que, effectivement, voilà. Donc sur les risques, donc 29%. les arrêts de travail, excusez-moi, les arrêts de travail de plus de 6 mois, en fait, il y a 29% des arrêts de travail de plus de 6 mois qui sont dus aux troubles musculo-squelettiques ou ostéomusculaires, comme on veut. Donc là, effectivement, on est sur des postures, on est sur de l'ergonomie, on est sur toutes ces choses-là. Voilà. 25% par contre des arrêts de travail de plus de 6 mois sont dus à des troubles d'ordre psychique. Ça, on parle des arrêts de travail, on ne parle pas déjà des consultations. Pour les consultations, c'est encore pire que ça. Les consultations, en 2020, on est rendu à plus de 44%. Donc là, en fait, ça concerne vraiment les troubles d'ordre vraiment purement psychique. Et là, effectivement, là, on n'est plus sur de l'adaptabilité à un poste de travail, sur le style ergonomique.
Donc là, vous avez mis quelques chiffres, en fait, voilà, où on voit que il y a quand même 45% des gens qui déclarent être souvent obligés d'être dans le stress, dans l'urgence, se dépêcher, qu'on a aussi 30% des gens qui disent avoir subi un comportement hostile dans le cadre du travail, où là on est vraiment purement sur des problèmes d'ordre psychique. Cacher leurs émotions, faire semblant d'être de bonne humeur, là aussi, ça paraît pas, mais ça pose un souci. Devoir jouer un rôle, craignent de perdre leur emploi, là on va être générateur d'anxiété, de choses comme ça. Et puis il y a quand même presque 10% des gens qui disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent. Donc là on a sur des conflits de valeurs. Donc voilà, les risques psychosociaux, c'est vraiment le risque potentiellement les salariés peuvent avoir sur leur lieu de travail. Donc quand je parle de salariés, bien évidemment, j'inclus les managers, les dirigeants. C'est vraiment les employés d'un écosystème d'une entreprise. Voilà, donc voilà la définition. Donc effectivement, il y a aussi un cadre légal qui est généré par l'article que vous devez tous connaître, par rapport à ça. Il y a aussi le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. On vous a répertorié, juste la slide d'après, tous les articles de loi qui sont là dans le cadre légal pour les employeurs, donc notamment la première qui est l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc on est bien sur du physique et du mental dans le cadre légal. Après, on vous a listé les autres articles. Voilà, on pourra vous les retransmettre si vous le voulez, mais je pense que vous en avez déjà connaissance. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, ce qui était vraiment important que je voulais vous transmettre, c'était finalement la détection et la prévention des risques. C'est l'affaire de tous. Effectivement, il y a un cadre légal pour les employeurs, mais c'est aussi, et pour moi, ça va être là aussi votre rôle, que ce soit les RH, les dirigeants, c'est de pouvoir informer, c'est de pouvoir former, communiquer auprès de vos salariés aussi pour qu'ils puissent reconnaître c'est quoi un risque psychosocial, comment ça se passe, comment ça se déclenche, quelles sont les alertes. L'idée, c'est vraiment que finalement tout le monde devienne un peu acteur de ça et sache détecter. On parle tout le temps que ça va être le dirigeant, le manager qui va dire à son salarié oui, peut-être que là, toi, tu es peut-être en risque, il y a peut-être des RPS qui arrivent. C'est aussi aux salariés peut-être de détecter au niveau de son manager, à son manager, de dire ah, je te mets peut-être une alerte, aujourd'hui je trouve que ton management a changé, je trouve que tu es peut-être un peu plus irritable, fais attention, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée que chacun soit acteur et soit, alors je vais parler de bienveillant, mais on est plus des observateurs, des lanceurs d'alerte. Voilà. Après, dans les risques psychosociaux, ce qu'il faut aussi bien faire la nuance, et des fois c'est là que je vois que les choses peuvent se mélanger, il y a différentes phases. Il y a la phase de prévention, sur lesquelles on va identifier ces facteurs de risque. Donc, chacun a ses propres facteurs de risque, on le verra après, il y a différents facteurs. Il y a la deuxième partie où là, on va être plutôt sur des risques psychosociaux, donc qui vont être stress, anxiété, et on va être sur une situation dégradée où là, on va plutôt aller sur les 3B, et Eric vous en parlera. On va peut-être aussi aller sur certains sur du suicide. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui l'importance de détecter ces 3 niveaux de R1. Voilà, l'évolution en fait d'un risque RPS sur la prévention, détection de ces facteurs, les risques elles-mêmes et la situation dégradée. Donc ça, effectivement, l'affaire de tous, ça va être aussi pour moi important que l'employeur puisse mettre un environnement de confiance. C'est-à-dire qu'on puisse en parler sans avoir honte, sans avoir peur, sans se dire bah oui, aujourd'hui je suis stressée, et de ne pas avoir peur de le dire, parce que c'est aussi là que va s'aggraver la situation. Donc de créer vraiment cet environnement de confiance, d'échange, de laisser parler les uns et les autres sur ça. Voilà, que ça devienne finalement un sujet comme un autre, sans y mettre voilà, surtout pour un salarié, on va se dire qu'on va le juger qu'il n'est pas performant parce qu'il ne sait pas gérer sa situation. Pour un manager, ça peut le remettre un petit peu en déséquilibre face à ses salariés. Mais vraiment créer cette ambiance, cette atmosphère-là, et ça c'est vraiment primordial. Ça va être aussi aux salariés d'oser en parler aussi.
C'est pas toujours évident, on est souvent dans le déni, hein, les employeurs peuvent être aussi dans le déni, hein, de dire moi j'ai mis tout en place, il n'y a pas de risque zéro, hein. On ne peut pas dire que tout le monde, malgré toutes les actions qu'on aura mis en place, il n'y a pas de risque zéro, que nos salariés, nos managers n'aillent pas jusqu'au RPS. Donc voilà, vraiment aussi d'être dans cette ouverture d'esprit et les salariés, voilà, d'être dans cette, d'oser en parler et pas de se cloisonner dans ses souffrances. Donc c'est pour ça que c'est l'affaire de tous et que tout le monde doit avoir bien conscience et connaissance de ces différents secteurs. Alors, selon vous, quels peuvent être les indicateurs d'alerte? Alors, ça va être les indicateurs de sinistralité, que vous avez connaissance au quotidien. Donc ça, c'est important aussi de les identifier quotidiennement, voir s'il y a des évolutions ou pas. Justement, à ce sujet, si on vous demandait, vous, qu'est-ce qui vous viendra en tête si on parlait justement d'indicateurs d'alerte? Qu'est-ce qui vous viendra en tête? De dire, tiens, ça pourrait être un indicateur d'alerte qu'il y a un risque psychosocial qui est en train de... Enfin, que dans les risques psychosociaux, on est en train de rentrer là-dedans. Les arrêts de travail. Les arrêts de travail, oui. Le changement de comportement, la tension, des pétages de plomb, l'agressivité, oui, du stress. Je dirais aussi, il arrive un moment, on peut observer le manque de résultats, les gens qui n'y arrivent plus. Ils sont dépassés, débordés. Oui, pourtant ils y arrivent avant. Oui, qui sont passés en fait, c'est une espèce de cercle vicieux. Problème de concentration. Une dégradation aussi des relations entre les salariés eux-mêmes. Tout à fait. Tu veux faire un passé Donc là, on en a mis quelques-uns, mais bien sûr... Effectivement, c'est ce que vous disiez, la baisse de productivité. Donc, oui, j'y arrive plus, je suis moins efficace. Le climat social, c'est ce que vous disiez, entre collègues, entre managers et managers, les agressions, donc ça peut être des agressions verbales, ça peut être jusqu'aux agressions physiques. On a vu des fois des cas où... Ça peut être interne, externe, hein, avec les collègues ou avec aussi des clients. Hein, voilà, on se sent un peu plus fragilisé. L'absentéisme, effectivement, une augmentation aussi de l'absentéisme. Et puis le turnover aussi, où là, il faut vraiment prendre en compte. Alors le turnover, c'est vrai que c'est... Bon, moi j'ai assisté dans pas mal d'entreprises dans lesquelles je suis intervenu, certaines dans lesquelles j'ai travaillé, où quand vous voyez que pour un même poste, vous avez par exemple 8 personnes qui passent sur une année, on peut se poser la question de se dire quand même 8 personnes sur un même poste pour une année, il y a peut-être un souci quelque part. Alors effectivement, des fois on remet en cause souvent, enfin moi c'est ce que j'ai vu, on commence à remettre en cause au niveau de la RH le mode de recrutement. Oui, j'ai eu droit à ça. Voilà. Alors c'est toujours la RH. C'est du vécu. Voilà, c'est tout le temps la RH, c'est la RH qui s'est pas recrutée. Ah bon, d'accord. Après on s'est dit, c'est les profils des gens que voilà, ça va pas non plus. Mais à aucun moment on s'est posé la question de se dire c'est peut-être l'environnement. C'est peut-être là où il y a un problème. Non. Donc à chaque fois, ça a été essayer de basculer les problèmes sur quelque chose d'extérieur. Donc on voit que souvent, il y a quand même un côté de déni qui se met en place aussi. Et pourtant, le turnover, c'est un des indicateurs d'alerte qui doit vraiment être pris en compte. Et dans l'absentéisme, je n'ai pas précisé, généralement, on va aller voir l'absentéisme de longue durée, mais l'absentéisme aussi à courte durée est important, parce qu'il va y avoir aussi une fréquence. Régulièrement, la personne va se mettre régulièrement en arrêt aussi. Donc c'est aussi un indicateur. Et sans parler d'absentéisme, il y a aussi le présentéisme qui a aussi son impact. La personne est là, oui, mais finalement elle n'est pas là. Donc le présentéisme joue aussi un acteur important dans ces indicateurs d'alerte. Alors du coup, effectivement, donc là on arrive sur la première prévention. Hein. La prévention primaire, c'est celle vraiment qui est là pour éviter d'aller jusqu'au RPS et éviter d'aller jusqu'à la situation dégradée. Donc c'est vrai que selon certains psychologues, vous allez en avoir, on va vous en parler de 6, on va vous parler de 12 facteurs de risque. Nous aujourd'hui, voilà, on vous a mis un peu les principaux, donc sur l'intensité du travail, donc surcharge de travail, existence d'objectifs irréalisables. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un petit peu flou finalement. Il y a aussi, par exemple, dans l'intensité du travail, le fait d'être tout le temps dans l'urgence. Ouais.
tout le temps dans l'urgence. Bon. Alors, hormis, il y a quand même aussi une question à se poser. Hormis être un service d'urgence à l'hôpital, c'est sa fonction d'être dans l'urgence. Une entreprise qui est en permanence dans l'urgence, il y a un souci quelque part. C'est pas normal d'avoir tout le temps à ne gérer que des urgences. Donc ça veut dire qu'au niveau organisationnel, il doit y avoir quand même quelque chose, un problème quelque part. Ça peut être, des fois, ça peut être de vouloir prendre un marché et puis ben voilà, on n'a pas tenu compte du délai de fabrication, puis après ben, on va aller voir le service prod et on leur dit ben, vous n'avez plus tant de temps pour produire tout ça. Il faudrait peut-être essayer de voir ça un peu en amont. C'est-à-dire que les décisions se prennent de manière un peu plus... Oui, en théorie. Et oui, mais... Ouais, la pratique, c'est autre chose. Je ne dis pas le contraire, il y a les exigences du marché, il y a tout ça. Mais pour autant, il y a quand même aussi une possibilité de mieux structurer, de mieux organiser le mode de fonctionnement. Je ne dis pas que c'est faisable, c'est comme dans les bouquins, hein, on fait ça comme ça et puis hop, c'est sûr que ça marche. Mais il y a quand même une question à se poser si on est en permanence dans l'urgence. Donc du coup, il y avait aussi la notion d'exigence émotionnelle aussi, hein. L'attention avec le public, avec la souffrance ou la détresse humaine. On a le manque d'autonomie aussi qui ressort beaucoup. Le rapport social au travail dégradé, les conflits de valeurs énormément et l'insécurité, la situation de travail. Donc là, on en a évoqué quelques-uns. L'idée, c'est vraiment de détecter vos propres facteurs de risque, hein, parce que selon les entreprises, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes facteurs de risque non plus. Ça va être aussi... alors, quand on arrive aux facteurs de risque, qu'est-ce qui va faire qu'on va passer sur les risques psychosociaux? Sur la deuxième phase, finalement, ça va être peut-être l'accumulation de différents facteurs qui vont intervenir. C'est dans la durée, hein. Bien sûr, on ne passe pas du jour au lendemain sur les risques psychosociaux, hein. Ça va être aussi, voilà, dans le temps, on est, disons, sur un conflit de valeurs, on va passer de nombreux mois sur ce conflit de valeurs et finalement, on va arriver sur le risque psychosocial. Ça va être aussi, ça va jouer, c'est-à-dire que selon les sensibilités des personnes aussi, il y a des personnes qui vont être peut-être, qui seront moins, on va avoir une capacité de tolérance sur ce facteur-là, et d'autres très facilement vont tomber dans ce... donc ça va aussi jouer en fonction de l'individualité. Moi je parle beaucoup d'individualité dans un collectif finalement. Donc voilà, donc vraiment détecter, et c'est pour ça que le DUERP rentre en compte, parce que c'est là que vous allez faire l'inventaire de tous vos risques, de tous vos facteurs, de toutes les actions que vous allez mettre en place pour éviter d'aller jusqu'au deuxième palier. Ça vous parle? Vous avez tous fait au niveau du DUERP un petit peu, plus ou moins? Okay. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on évoquait au tout départ. Les risques psychosociaux ont un impact physique, donc TMS, troubles musculo-squelettiques, peuvent aller jusqu'à la maladie chronique, jusqu'à l'accident, parce que du coup on fait moins attention à son activité, on est un peu plus, du coup il y a moins de sécurité. L'impact physique, donc sur les 3B, on vous les évoquera hein, pour bien faire les différences aussi. Dépression, conduite addictive, qui peut aller jusqu'au suicide. Aujourd'hui, ce qui va être aussi important, vous l'avez tous évoqué, hein, une violence externe, une violence interne. Et là, on va vraiment marquer sur un facteur important, le stress, parce que c'est celui aujourd'hui qui va enclencher sur des burn-out, qui va déclencher sur pas mal de choses au niveau de l'individu. Donc c'est une conséquence vraiment importante à prendre en compte. Voilà. Oui. En fait, le stress est pourvoyeur de beaucoup de choses. Oui. On a tout mis là-dessus. C'est un grand mot, ça veut tout dire, ça veut rien dire. C'est un peu je dirais, un mot facile parce qu'on met tout là-dedans, c'est responsable de tout, mais le stress, c'est pas bon, il y en a qui disent que c'est bon, enfin bon, il y a un moment où c'est un peu... voilà. Pour autant, le stress, effectivement, c'est un pourvoyeur de problèmes psychiques importants. Et donc, notamment, on parle beaucoup de burn-out. Vous voyez, le burn-out, c'est vraiment le mot en ce moment, c'est burn-out. On en entend parler, moi je le vois quasiment tous les jours.
Et pour autant, il n'y a pas que du burn-out. C'est là où il faut commencer à faire un distinguo, c'est qu'il y a des B-out, il y a du burn-out, il y a du brown-out, il y a du bore-out. Et on n'est pas dans le même état et on ne gère pas chaque chose de la même façon. Est-ce que vous les connaissez? Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Non, pas du tout. Burn-out, oui. Ouais. Les autres non. Le bore-out, oui. Ouais. Par contre, le burn-out, non. Ok, D'accord. super. Donc en fait, le burn-out, oui, tout le monde connaît, c'est brûler. Hein. Donc c'est la personne, elle est brûlée physiquement, elle est brûlée émotionnellement, elle est brûlée intellectuellement. Donc là, c'est clair et net. Le burn-out, il y a plusieurs causes à ça. Donc très souvent, on commence par avoir en fait un surinvestissement de la personne dans son boulot. Et puis il y a le manque de reconnaissance, il y a un déséquilibre entre l'investissement de la personne, les fruits récoltés, et donc je me surinvestis encore plus pour essayer de récolter des fruits qui ne viennent toujours pas, et ainsi de suite, et j'arrive jusqu'à l'épuisement. Il y a un déséquilibre qui peut aussi créer ça, donc quand il y a un déséquilibre très net entre ce qui est demandé et les moyens qu'on a à disposition pour y arriver. C'est sûr que oui, il y a des choses où c'est du domaine de l'impossible, donc, et pour autant on essaye de l'atteindre. Donc, il y a des valeurs individuelles qui vont rentrer en conflit avec les valeurs de l'organisation, donc ça crée un conflit intérieur. Donc là c'est pareil, donc ça va créer un mal-être, la personne va toujours, pareil, va se surinvestir pour essayer de compenser et elle va se brûler. Il y a les contraintes importantes, le travail, le rythme de travail, les pressions, les horaires, les délais, justement d'être tout le temps dans l'urgence, 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 sans avoir de temps de lap time de repos, des interruptions, beaucoup d'imprévisibilité, des objectifs qui sont toujours de plus en plus élevés. Alors effectivement, les objectifs, on les fait progresser, sinon on n'avancera jamais, c'est clair, mais il y a une différence entre faire évoluer des objectifs et puis coller des objectifs qui sont carrément inatteignables dès le départ. Et puis il y a ne pas être dans le contrôle de ses activités, c'est-à-dire que du coup je subis. Je ne prends pas les décisions, j'ai aucune autonomie, je gère rien et pour autant je ne fais que subir ce que je dois faire. Et donc là, c'est pareil, je vais m'épuiser à essayer de répondre à cette demande jusqu'à être complètement brûlé. Ce qui est important aussi au niveau du burn-out, alors il n'y a pas de profil type, hein, tout le monde peut arriver jusqu'au burn-out, hein, bien évidemment. Par contre, il y a quand même une tendance, c'est-à-dire que les personnes qui sont surinvesties dans leur travail, qui mettent des valeurs fortes dans leur travail, vont avoir une tendance plus facile à aller jusqu'à un burn-out. Alors il y a 3 types de personnes qui sont particulièrement candidates à ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des drivers psychologiques. Donc les drivers, c'est des injonctions qu'on se met dans son mode de fonctionnement et qui conditionnent notre façon de fonctionner et notre relation à nos valeurs. Vous avez soit fort, les 3 principaux qui sont candidats à burn-out, il y avait ceux qui sont soit forts, vous avez soit parfait et dépêche-toi. Donc le soi fort, c'est quelqu'un qui va en fait être tout le temps dans le fait de c'est à moi de prendre, je me positionne en leader, c'est moi qui tire, c'est moi, ça on voit souvent ça chez les managers, c'est moi qui tire la charrette, je prends, je surcharge, je délègue surtout pas, je demande pas d'aide, jamais, parce que si je demande de l'aide c'est que je suis faible. J'exprime pas mes sentiments, j'exprime pas si à un moment ça va pas, si j'ai un moment de faiblesse, rien, je ne dis rien, j'encaisse et je tire la charrette jusqu'à ce moment, effectivement la charrette elle devient tellement lourde que je ne peux plus la tirer. Donc ces gens-là sont particulièrement candidats au burn-out. Le soi parfait, lui en fait c'est parce qu'il va se mettre un niveau d'exigence pour lui et pour les gens avec qui il travaille qui va être très très haut, il ne sera jamais satisfait et il va craindre en fait le jugement des autres, le retour des autres, et il va toujours être dans vouloir en faire plus parce que ce qu'il va faire, il estime que c'est jamais assez. Donc lui, il va se surinvestir tout seul, même si on ne lui demande rien, il va avoir tendance à se surinvestir tout seul. Et puis vous avez le dépêche-toi qui, lui, en fait, est quelqu'un qui, virtuellement, a toujours besoin d'être vraiment en activité, dans une activité qui est presque frénétique, et lui, il va aussi, comme le soi fort, se charger, prendre du travail, mais prendre du travail de peur de s'ennuyer. Donc il va prendre des choses, il va dire laisse ça je le fais, ça maintenant quand tu n'y arrives pas, là je vais m'en occuper. Voilà, il prend, mais il prend jusqu'à ce qu'à un moment, lui c'est pareil, il ne peut plus faire. Et donc un candidat également au burn-out, il va virtuellement aussi se brûler. Donc après le burn-out, on va avoir le bore-out. Donc le bore-out, c'est de l'ennui. C'est-à-dire qu'en fait, je finis par être en mal-être, mais
Pas parce que je suis surchargé, c'est parce que je m'ennuie, je tourne en rond. Donc on va voir ça par exemple chez des gens qui sont surqualifiés. Donc effectivement, quelqu'un qui par exemple aurait fait un master, un marketing en communication, puis on va lui demander uniquement de passer sa journée à corriger des fautes sur un texte. Il va dire ça va, il sait faire. Donc il va être, en fait, il va avoir des tâches qui ne vont pas correspondre à ses compétences, donc ça va manquer de stimulation. Il n'y aura aucun challenge, il n'y aura aucun. Donc finalement, c'est quelqu'un qui va être dans un boulot où ça va être sans consistance. Ça peut être des gens qui ont des travaux qui sont toujours sur le même rythme, tout le temps sur le même fonctionnement. Ça n'apporte rien, c'est inintéressant, c'est répétitif, c'est mécanique. On peut voir aussi le manque de travail. Donc là, ça peut être des fois des périodes où effectivement, il y a peu de missions. Donc moi, j'ai des fois des personnes qui me disent j'ai un boulot à faire, on me donne 4 jours pour le faire, je le fais en une journée. Donc je suis obligé d'étaler ça sur 3 jours. Donc il s'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Il va y avoir l'absence de perspective professionnelle, c'est-à-dire que malgré que je fasse des efforts, de toute façon, je sais qu'il n'y aura pas d'évolution possible, il n'y a pas d'espoir d'accéder à... Alors quand on dit un meilleur poste, ce n'est pas forcément vertical. Quand on parle d'évolution, il faut arrêter avec ça. En France, on est tout le temps sur l'idée qu'une évolution est systématiquement verticale, il y a des évolutions horizontales. Le fait de changer, même sans monter sur le plan hiérarchique, mais le fait de changer d'activité, d'acquérir de nouvelles compétences, c'est une évolution. Donc, et puis, il y a aussi la placardisation. Alors là, on est plus des fois sur des cas où c'est un peu volontaire, disons-le très net. C'est quand on a aussi envie de pousser quelqu'un un peu dehors. On le met aussi des fois, il se trouve écarté des affaires, il se trouve placé sur une voie de garage, il s'ennuie, et puis on espère qu'il va tellement s'ennuyer qu'au moment il va s'en aller. Donc ça peut, malheureusement, ça peut arriver. Et puis on a le burn-out. Alors le burn-out, c'est quoi? En fait, c'est une perte de sens. Alors, le burn-out peut découler d'un burn-out, par contre. Parce que si je m'ennuie, au bout d'un moment, ça peut ne plus avoir de sens. Mais ça peut être aussi simplement, c'est que le burn-out, quand on dit perte de sens, je ne sais plus, je ne vois plus, je ne comprends plus l'intérêt de ce que je fais, pourquoi je le fais. Je suis incapable de dire quel est l'intérêt de ce que je fais. Je fais quelque chose, je ne vois vraiment pas pourquoi je le fais. Or, c'est quand même le moteur. Quand on se lève le matin pour aller au boulot, la moindre des choses, c'est de se dire je sais pourquoi je me lève. Alors ok, il y a à remplir l'assiette, il y a payer ses factures, en fait si c'est les seules choses qui font qu'on va au boulot, il y a un moment ça risque justement d'être dans la perte de sens. Il y a le désintéressement pour son travail qui peut être dû justement, donc c'est là où on est un peu comme le bore-out, c'est des tâches répétitives qui ne sont pas stimulantes, mais qui en plus peuvent même être dévalorisantes, c'est-à-dire que je suis en train de perdre des compétences ou des savoir-faire. Et puis il y en a une qui dépend de nous, très souvent. Alors là, c'est pas parce qu'on est plutôt en train de parler, l'entreprise, l'environnement. Là, ça dépend de nous, c'est le manque de sommeil. Parce qu'en fait, alors ça peut être tout un tas de causes, le manque de sommeil. Du coup, manque d'énergie, fatigué, et comme je suis fatigué, je vais me limiter dans mon travail à exécuter des choses que je sais faire de manière plutôt mécanique. Parce que je n'aurai pas l'énergie pour aller plus avant, pour creuser plus avant, pour mettre plus d'intérêt, pour m'investir plus dans mes tâches. Et du coup, comme je me mets à faire les choses de manière mécanique, et effectivement, je finis par faire des tâches répétitives qui ne sont pas stimulantes, qui ne sont pas dévalorisantes. Et je vais être dans cette espèce de perte de sens, parce que je vais me dire, je fais un truc, mais je répète tout le temps la même chose. Donc voilà, ça c'est les 3 différences qu'il y a, si vous voulez, entre burn-out, bore-out et brown-out. Ensuite, il y a juste un petit point sur le burn-out. Aujourd'hui, on va retrouver beaucoup nos générations Y, qui sont vraiment, eux, ont besoin de trouver un sens important dans leur activité. Et donc, on va généralement retrouver ces personnes-là. Alors après, dans une entreprise, vous allez avoir multiples générations, parce qu'on va retrouver sur des transgénérations. Mais effectivement, les générations Y, on va vraiment les retrouver sur le burn-out. C'est vrai que même entre X, Y et Z, c'est même un point où on ne manage pas des Z de la même façon qu'on manage un X ou un Y. Et c'est là aussi, c'est qu'il va falloir adapter le management au profil générationnel. Le Covid a accentué ça aussi, la recherche du sens dans le travail. Bien sûr. Et puis là, sur la qualité de vie du travail, c'est la fameuse question pourquoi je me lève le matin et pourquoi je viens travailler, effectivement, donne et puis le Covid. Alors, le sens au travail, on va voir aussi, on verra
plus loin, le sens au travail, il y a aussi, en fait, c'est que il ne faut pas hésiter à communiquer, notamment les managers, à communiquer avec leurs salariés, leur expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font. Parce qu'il y a des fois aussi, on n'a pas, dans son poste, on a une vision plutôt assez parcellaire de la chose, et on n'a pas une vision plus globale. Et on ne comprend pas des fois ce qu'on fait, l'impact que ça peut avoir de manière plus globale. Donc des fois, c'est peut-être aussi d'expliquer un peu plus. C'est aussi de communiquer un peu plus sur le pourquoi de la tâche, sur le pourquoi, voilà. Et ça peut des fois aussi simplement redonner du sens en disant « Ah oui, d'accord, je ne l'avais pas vu comme ça ». C'est vraiment transmettre, de toute façon, quand on crée une entreprise, il y a ces valeurs que se comportent avec les valeurs de l'entreprise, parce que finalement, la salariée, c'est la personne qui va représenter, va être l'ambassadeur, voilà, qu'est-ce qu'il porte dans les valeurs de l'entreprise. Donc vraiment transmettre ces valeurs-là. Voilà, avec le piège aussi, c'est que très souvent, il y a aussi des valeurs qui sont mises en avant. Si on met ces valeurs en avant, il faut les faire vivre au quotidien, parce que si on se retrouve avec des valeurs qu'on nous a mis en avant, et quand on est dans l'entreprise, on se dit tiens, c'est marrant, on va parler de ça, mais c'est où des fois, ça peut assez vite créer ce conflit de valeurs. Dans la perte de sens, il y a aussi une nouvelle stigmatisation qui se fait sur certaines entreprises. Par exemple, moi j'ai une connaissance qui travaille chez Amazon, et aujourd'hui Amazon est tellement décriée, quand elle parle de ce métier, elle ne dit pas où elle travaille. Oui. Oui. Elle perd le sens, elle ne trouve plus le sens à ce qu'elle fait, pourtant c'est un métier qui a du sens. Est-ce que du coup, elle est de son besoin, sur un besoin d'appartenance, du coup là, elle a plus cette relation de confiance, donc elle est sûrement sur des conflits de valeurs aussi par rapport à son entreprise, parce que l'image que l'entreprise rejette, justement, c'est pas ces valeurs qu'elle aimerait transmettre dans son travail. Donc oui, effectivement, ça c'est hyper important. Bon, après voilà, c'est... assez complexe, et puis c'est vrai que de toute manière, c'est multifactoriel. Oui, c'est multifactoriel. Je te laisse. Alors après, il y a cette grosse différence, c'est que ça, alors combien de fois on l'entend, les gens qui sont en burn-out, qui n'a pas entendu une fois quelqu'un qui est en burn-out s'entendre dire « toi tu es dépressif », ou l'inverse, quelqu'un qui fait une dépression, dire « de toute façon, tu es en burn-out, c'est normal, avec le boulot que tu as, ça », et on fait un grand amalgame. Et donc on a beaucoup de gens qui se croient en burn-out, qui sont en dépression, beaucoup de gens qui sont dépressifs, qui se pensent en burn-out, et ça ne se prend pas de la même façon, il faut être clair là-dessus. C'est qu'en fait, un burn-out n'est pas une dépression n'est pas un burn-out. Donc un burn-out, déjà, on va avoir, justement, très souvent, on le voit, les gens qui sont en burn-out, déjà le burn-out, c'est lié au travail. Bon, après, on parle aussi des fois de burn-out familial, mais ça, c'est encore autre chose. Burn-out, c'est lié au travail, c'est-à-dire que la personne, on la sort du travail, on la sort de son domaine, rapidement, ça va mieux. En fait, la personne qui est en burn-out, très souvent elle-même, elle n'en a pas forcément conscience au début, elle est même des fois dans le déni. C'est-à-dire que l'autre, tu es peut-être en train de faire un burn-out. Non, non, c'est un coup de fatigue, c'est rien, ça va aller. C'est parce qu'en ce moment, on a du boulot par-dessus la tête et tout, j'en peux plus, mais bon, mais ça va. Non, je vais reprendre, je vais me refaire. Là, on est déjà dans le déni. Alors que le dépressif, lui, on le voit très bien, le dépressif, il reconnaît qu'il est dans la souffrance, il est dans la plainte, ça va pas, j'y arrive pas, je m'en sors plus, mais il le dit lui-même. Le burn-out, on va avoir souvent, on commence par avoir des atteintes de la mémoire immédiate, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'as dit là, le truc là, tu m'as dit un truc tout à l'heure, je me rappelle plus, ou j'avais un truc à te dire, ça vient plus, voilà, c'est un peu dans cet ordre-là. Alors que le dépressif, lui, c'est des troubles généralisés de la mémoire, il y a des choses dont je ne me rappelle plus comment ça s'écrit, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, enfin des choses comme ça. Et puis c'est douloureux ce trouble, alors que l'autre c'est juste agaçant. Ça m'énerve ce truc, j'ai le truc sur le bout de la langue, mais ça ne vient pas, c'est un peu ça. Le burn-out, c'est quelqu'un qui va être dans l'hyperactivité, qui va être dans la tachypsychie. Très souvent, quelqu'un qui est en burn-out, tu vous dis, la phrase qu'on entend souvent, c'est « j'ai l'impression que mon cerveau il tourne tout le temps ». Je vous dis, j'ai l'impression que ça tourne tout le temps là-dedans, un peu comme un moulin électrique qui n'arrêterait pas de tourner. Alors que le dépressif, lui, c'est l'inverse. Il a l'esprit vraiment au ralenti, c'est douloureux, c'est difficile de penser, on me laisse glisser. Et puis le dépressif, il est mou, le burn-out, il est hyperactif, il court dans tous les sens, voilà. On va ne plus, quand on est dans le burn-out, il n'y a plus d'hiérarchisation des tâches justement, et on commence à voir des gens qui sont en burn-out, qui sont très souvent très désorganisés. C'est-à-dire que je fais tout, ça c'est pas urgent mais je le fais quand même, et puis il y a un truc urgent qui arrive, et puis du coup je fais tout en même temps, j'arrive plus à stratifier, et c'est ce qui fait aussi que je surcharge, parce que du coup j'arrive plus justement à gérer cette priorité.
Le dépressif, lui, s'en fout, il a aucun. C'est un désintérêt complet pour tout. En fait. Le burn-out, en fait, il va compenser ses troubles cognitifs. Alors typiquement, moi je l'ai vécu avec des gens que je connais qui étaient en burn-out, ils n'arrivaient plus à retenir les numéros de téléphone. Donc ils le marquaient derrière, au dos du téléphone. Ils avaient une petite étiquette qu'ils avaient collée au dos de leur téléphone avec les numéros importants. Comme ça, ils avaient compensé en fait le fait de perdre ce. Alors que pareil, un dépressif, bon ben lui il démissionne, j'y arrive pas. J'y arrive pas, tant pis. Voilà. Le burn-out, ben, la personne, c'est souvent, c'est pour ça que je disais que le soi parfait il est vraiment candidat au burn-out, parce que déjà dans le burn-out, on va être envahi par ce désir de perfection, on va vouloir faire plus, on va vouloir, pour essayer justement de compenser, on va se surinvestir dans le travail, tout à fait, alors que le dépressif, lui, c'est de l'abandonnisme, c'est du désinvestissement, il ne s'investit dans rien, un dépressif, il s'investit dans rien, vous n'arrivez pas à le faire s'investir dans la moindre chose, ne serait-ce que très souvent, on leur dit qu'il faut quand même sortir, par exemple. Déjà, s'investir dans ce fait de prendre le devant de sortir, il ne voudra pas le faire. Le burn-out, comme on a dit, c'est une souffrance aiguë par rapport au travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand je sors du cadre du travail, rapidement, ça va mieux. C'est sûr que si je le remets dans le cadre du travail, rapidement, ça ne va pas mieux non plus. Mais quand il sort du cadre du travail, rapidement, ça va mieux. Alors que le dépressif, lui, vous pouvez le sortir de tout ce que vous voulez, ça touche toutes ses sphères de vie. Donc, de toute manière, il est tout le temps dans une sphère où ça ne va pas. Il n'y a pas une sphère qui est... C'est difficile hein, pour les gens autour. Tout à fait. T'es en burn-out? Ah ouais, putain, ça a l'air d'aller bien. Absolument. Donc il y a quand même une culpabilité après de se dire comment ça se fait que je suis bien avec mes amis, je suis Absolument. Bien et c'est là où on voit que c'est vraiment lié au travail. C'est compliqué ça. Ouais. C'est compliqué à vivre, mais c'est parce que très souvent, c'est ce décalage qu'on n'a pas intégré, c'est que c'est vraiment lié qu'à ça. Et que quand on sort de ça, ça va bien. C'est là que c'est difficile de détecter soi-même, c'est pour ça que je vous parlais de personnes qui ont un regard extérieur, parce que finalement, c'est très difficile de détecter soi-même, bah oui, parce qu'on a peur du regard, c'est pas ça. C'est ce qui fait qu'également, on a une difficulté à avoir conscience du trouble. Hein. Parce que justement, on se dit, c'est marrant, je suis pas, il n'y a que le boulot comme ça. Donc, Même pour les managers, c'est très difficile de faire la différence, parce que souvent, on va dire, c'est lié peut-être chez toi. Mais peut-être que chez toi, ça ne va pas et que du coup, ça se répercute sur le travail, sauf que des fois, c'est vraiment le travail qui fait la répercussion au travail. Donc c'est vraiment, voilà. Dans le burn-out, on veut tout faire tout seul. Très souvent, c'est ce qui amène aussi à ça. Encore une fois, ce que je disais, on charge, on veut tirer la charrette, on veut tout prendre, on veut s'occuper de tout, parce que justement, on est surinvesti, parce que justement, on a ce désir de perfection. Alors que là aussi, le dépressif, lui, il délègue facilement. Non, bah vas-y, fais-le, t'as raison. Ça, c'est vas-y. Le burn-out, ça peut amener à une prise de risque intempestive. On va voir par exemple chez un livreur. Il va se mettre à conduire de manière, il va prendre des risques. Il va prendre, voilà. Donc là, ça va être des prises de risque. Alors ça peut être aussi sur un chantier. Hein. Ça peut être, je vais, occulter certaines. Il y a un côté zéro. C'est ça. Tout à fait. Je vais occulter certains gestes de prévention. Je sais pas, typiquement, ma longe de vie, je l'accroche pas. Quoi. Voilà. Ben oui, seulement si je glisse, le résultat, il est là. Quoi. Alors que le dépressif, lui, de toute façon, il ne fera pas, puisque tout ce qu'il a à faire, la moindre effort, la moindre chose qu'il a à faire, c'est une montagne. Donc, lui, il ne va pas prendre de risque. Il ne fera pas. Donc, ensuite, donc, le temps est court et ingérable, effectivement, parce que bon, l'hyperactivité, on a vu effectivement qu'il y avait cette tachypsychie. Le temps est court et ingérable. Oui, le burn-out, combien de fois on entend quelqu'un qui est en burn-out, de toute façon, j'ai le temps de rien, j'ai pas le temps. Au boulot, il n'y a pas le temps, il ne peut pas. Ben non, j'ai encore ça à faire. Mais comment je vais faire? Les semaines sont trop courtes, les mois sont trop courts, les années sont trop courtes, tout ce que vous voulez, c'est toujours trop court. Un dépressif, lui, le temps est interminable et il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien au bout. Donc c'est quelque chose qui s'étire, un peu, si vous voulez, comme si je pouvais me permettre cette image, un peu comme si on tirait du beurre sur une tartine trop grande. On tire. Le burn-out, on va avoir des changements d'humeur. C'est ce qui des fois fait dire aussi à certaines personnes qui sont en burn-out, tu ne serais pas un peu bipolaire, toi? Or, ça n'a rien à voir, hein, encore une fois. Mais effectivement, on peut,
voilà, humeur instable, on peut passer de l'excitation importante à une affliction assez profonde. Et encore une fois, je vous dis très souvent, on va avoir des gens comme ça, je sais pas, moi j'ai entendu de plus en plus ces derniers temps, des gens qui se trouvaient qualifiés de bipolaires. Voilà, c'était comme ça, il y avait une recrudescence des bipolaires, c'est assez curieux. Parce qu'en fait, ils étaient sur ce mode-là. Le dépressif, lui, en fait, sa dépression, elle est permanente, elle est profonde, donc c'est difficilement même accessible et pour lui et pour l'entourage. Et puis donc le burn-out, il y a un peu cette instabilité, donc ce qui fait que des fois c'est des gens aussi qui vont prendre des décisions un peu hâtives, un peu sous le coup d'un coup de calcaire, comme on dit en fait. Moi j'aimerais juste revenir sur l'humeur instable, qui est quand même important, c'est généralement, on a vu la personne qui va arriver en burn-out, c'est une personne surinvestie, qui est très impliquée dans son travail, justement, et du coup, généralement c'est quelqu'un on va voir ce changement d'humeur, c'est quelqu'un qui va peut-être calme, qui va être d'ordre général, et à un moment donné, elle va voir que le négatif dans son entreprise. L'organisation ça va pas, l'équipe ça va pas, ça va pas non plus, et du coup, ça c'est hyper important parce que généralement c'est là qu'on va détecter. Je ne te comprends pas, avant c'était super agréable de travailler avec toi, aujourd'hui tu m'agresses, je ne sais pas pourquoi, on sent que... et même du coup ça crée dans l'équipe finalement, dans la cohésion d'équipe, du coup une personne comme ça peut engendrer « Ah oui tu as raison, c'est vrai que je n'avais pas perçu que la désorganisation, mon manager, moi non plus il ne m'a pas écouté sur tel sujet », alors que c'est quelqu'un à la base qui n'est pas du tout comme ça. Donc c'est vraiment ce signal d'alerte de dire là il faut réagir aussitôt parce que du coup ça peut vite dégrader l'ambiance générale, le climat social d'une entreprise. Voilà, c'était juste un peu pour faire le point. Alors le stress, on a vu que c'était vraiment une des composantes essentielles du burn-out. Et là aussi, il ne faut pas confondre stress, peur et anxiété. Parce que c'est souvent stress et anxiété. On fait aussi l'amalgame. Ce qui va m'arriver, ça me stresse. Non, c'est pas du stress, c'est de l'anxiété ce qui va m'arriver. Le stress, en fait, c'est vraiment dû à un déséquilibre entre la perception que j'ai de ce que je suis capable de faire pour répondre à une demande et la demande qui est faite. C'est vraiment quand il y a déséquilibre entre les deux que là, il y a stress. La peur, c'est une émotion qui va accompagner un risque clairement défini, clairement identifié. J'ai peur de tomber de l'échelle. C'est clairement identifié, il y a un risque de tomber, j'ai peur de ça c'est ce qui me fait peur. Bon, à la limite, je dis toujours en rigolant, il y a un lion dans le couloir, ça me fait peur, j'ai peur qu'il me mange. Ça, c'est une peur clairement identifiée. L'anxiété, c'est un état qui est désagréable, mais ça va se manifester en fait par... il n'y a pas d'objet apparent, il n'y a pas de chose clairement identifiée. C'est pour ça que quand on dit la peur de l'avenir, c'est pas peur de l'avenir ne se fait pas peur, c'est une anxiété. L'avenir, c'est pas un risque clairement identifié, c'est quelque chose de très vague. Et donc là, on est sur de l'anxiété, c'est-à-dire que je m'inquiète d'un danger qui n'est pas déterminé. J'imagine qu'il peut y avoir... Mais que j'imagine. Voilà. Et on a tendance à imaginer tout un tas de choses. Et là, quand on se commence à imaginer, voilà, c'est là où on se met à rentrer dans cette phase d'anxiété. En fait, le stress, lui, il est utile. Le stress, il est indissociable de la vie. À partir du moment où je suis vivant, je suis stressé. Et comme ça, voilà. Mais il y a du stress moteur et il y a du stress inhibiteur négatif qui, lui, est source de burn-out. Ce qui est important en entreprise, c'est qu'on est tout le temps dans du changement perpétuel, ça soit des changements d'équipe, d'organisation, de procédure. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ce changement alors que ça fait partie inhérente de la vie. Et du coup, le facteur stress va prendre tout de suite une ampleur importante sur certaines typologies de personnes qui ne vont pas sur du changement, qui ont peur de ce changement. Le côté anxieux, ça va aussi beaucoup plus concerner les gens qui sont en permanence dans le contrôle, les gens qui veulent tout contrôler. Puisqu'effectivement, comme ils veulent tout contrôler, ils sont toujours souvent en train d'essayer d'imaginer tout un tas de scénarios. Si se passe ça, je fais ça, si se passe ça, je fais comme ça, si je fais ça, je fais comme ça. Et en fait, c'est quand ils arrivent à identifier qu'il pourrait éventuellement peut-être se passer ça, pouf, ça m'angoisse. Voilà. Et en fait, plus on est dans le contrôle, plus on est en fait candidat à l'anxiété. Après, ça peut être une bonne technique aussi de se mettre dans les situations les plus difficiles pour dire finalement c'est peut-être pas plus mal. Sauf que souvent celle qui arrive, c'est pas celle qu'on a prévue. Le stress, en fait, donc c'est le stress qui mène au burn-out. Il y a plusieurs étapes en fait. C'est syndrome général d'adaptation. Il y a 3 phases pour ça et c'est ce qui amène les gens au burn-out.
Donc on a d'abord la phase d'alerte, la phase d'alarme. La phase d'alerte, c'est la phase où je vais me mobiliser par une demande, par un stress, par rapport à un stress. Ensuite, je vais avoir la phase de résistance, donc je vais résister à ce stress, je vais mettre en place, je vais déployer des moyens pour résister à ce stress. Et puis, je vais avoir la phase d'épuisement, et on va voir comment elle vient, cette phase d'épuisement. En fait, elle vient, c'est-à-dire qu'on a la phase d'activité classique. Bon, j'ai mon boulot, je travaille, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, il y a une demande qui arrive, qui me stresse, un stresseur, une demande particulière. Donc, ça va être ma phase d'alarme. Je vais monter en tension. Et puis, je vais résister à ça en mettant en place tout un tas de mécanismes pour répondre à cette demande. Et puis, une fois que j'aurai répondu à cette demande, le stress redescend. Et c'est là où va se passer, c'est que on a besoin d'une phase de ressourcement pour reprendre de l'énergie. Or, très souvent, comme on est dans l'urgence, comme on a une compression de temps et tout ça, eh bien, on reprend son activité, au lieu de la reprendre après une phase de ressourcement, on la reprend ici. Et là arrive une deuxième demande stressante, un deuxième stresseur. Hop, donc je vais remonter, je vais re-rentrer en phase de résistance. Je vais donc répondre à la demande, ça va redescendre. Je vais reprendre mon activité et je n'aurai pas cette phase de ressourcement. Va arriver à nouveau une alarme, va arriver à nouveau un stresseur. Je vais à nouveau rentrer en phase de résistance. Et c'est l'accumulation de ça qui fait que je vais être épuisé et donc je vais arriver au burn-out. C'est ça qu'on dirait, qu'on expliquait, ça a été dans le temps. Ça ne se passe pas en une action, c'est vraiment dans le temps. Et c'est cette suradaptation quotidienne finalement. Il n'y a pas ce temps de pause, voilà, sur lequel le corps a besoin. On se suradapte tout le temps. Et on part en... Voilà, le schéma est assez représentatif pour vous expliquer l'accumulation et qui conduit à l'épuisement. Donc selon vous, quelles peuvent être les causes du stress en milieu professionnel? Voilà, c'est une question qu'on avait envie de vous poser. Est-ce que vous avez déjà décelé, vu des choses, voilà, qui pourraient ressortir? Ce qui pourrait être générateur de stress en milieu professionnel? Surcharge de travail. Surcharge de travail. Pas pouvoir répondre aux clients. Pour pouvoir répondre aux clients. Mon plus gros problème aujourd'hui, c'est de manquer de ressources. On arrive à recruter. Et donc, les gens en place, ils en peuvent plus. Et là, ça commence à être compliqué. On reporte la charge de travail sur... Parce qu'on a tous envie d'y arriver, parce qu'on a des clients, parce qu'on est impliqué dans son travail et la fonction professionnelle. Et là, chez nous, ça commence à... Il y a plusieurs personnes. J'ai un collègue qui s'est arrêté hier. On l'a accompagné, parce qu'on a détecté depuis un moment que ça n'allait pas. C'est moi qui lui ai demandé de s'arrêter. Oui, parce qu'il y a une répartition qui se fait sur le nombre restant. Et puis quand il n'y a pas de compétences, alors après, c'est bien gentil, mais les commandes, quand elles sont là, il faut les servir. Oui. Donc c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, on est en train d'inventer des nouvelles formes de recrutement en créant des propres... on est en train de créer notre propre organisme de formation interne. Enfin, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut être créatif, mais... Parce que on est tous en souffrance. On est nombreux en France. Moi, j'y suis passée avant les autres, donc ça va. Maintenant, je sais faire. Mais j'ai beaucoup de collègues, enfin, on en a 4-5 qu'on surveille, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de solution pratique. Et ce manque de compétences, parce que, selon vous, c'est dû à... Alors, c'est soit des recrutements parce qu'on n'arrive pas à trouver. C'est du métier tellement spécifique. Ouais, c'est des automaticiens, il n'y en a pas sur le marché, technicien maintenance, on n'en trouve pas. Non, on en a tous, de toute façon, on a dans tous. la vallée. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'elle avait Ils sont de l'autre côté, là. Pas que. Non. Pas que, finalement. Il y en a beaucoup qui veulent travailler. Ça peut être l'image du métier aussi, les personnes. Oui, il y a des enchantements par rapport à l'industrie. Où les anciennes générations n'ont pas forcément fait la publicité. Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, ces métiers ont beaucoup évolué. Dans l'étiquetage, dans l'industrie en général, les conditions de travail, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 30 ans. Mais ils n'ont pas conscience en tout cas de cette évolution. On a des parents qui n'encouragent pas leurs enfants à aller dans l'industrie. Voilà, donc il y a un travail en ce moment sur toute une communication autre. Les syndicats professionnels de la vallée travaillent tous pour faire venir les jeunes en entreprise, pour les visites, des choses comme ça. Mais c'est un problème quasi culturel, ça ne va pas se régler. Et c'est pas qu'en France, hein, visiblement, même en Allemagne, où ils avaient une image de l'industrie bien meilleure.
Ils ont aussi maintenant des soucis de recrutement. Oui, parce qu'on a tellement mis en évidence qu'une société évoluée était une société de service. C'est ça. Une société évoluée n'est pas une société de production. Non seulement on a délocalisé, Donc, mais en plus toutes les formations, toute l'image qu'il y a de l'industrie, c'est sale, c'est bruyant, c'est pour les bobets, quoi. c'est Enfin, ça. C'est ça. c'est pas valorisant. Non. Alors qu'il y a des métiers mais magnifiques. Moi, je venais du service dans ma première partie de carrière. J'ai mis les pieds dans une société de décolletage. Et là, je me suis dit, waouh, il y a des gens qui fabriquent, il y a des gens qui aiment les pièces bien faites. J'ai rencontré des gens passionnés. Et pour rien au monde, je retournerai dans le service. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit L'industrie, une c'est grosse passionnant, tendance, hein. mais Il y a du concret. il y a du concret. Mais ça vient de l'école, je sais pas, il faudrait. Mais il y a l'industrie, mais on va retrouver tout ce qui est HR, hein, l'hôtellerie-restauration, tout ce qui est rapport à la santé va être aussi en grande Donc là, difficulté. moi j'entends Donc tout c'est ce que vous dites, moi je suis 100% d'accord, Mais pour je mettre en suis place. éduquée, éveillée, sensibilisée au truc, Ouais. au sujet, mais aujourd'hui, au quotidien, Ouais, mais là, moi personnellement, j'ai l'impression de faire que ça, quoi, du recrutement. D'accord. du quoi tu Que du recrutement. Oui, ça rentre, ça sort, finalement je reste une Puis journée ça parce coûte que ça me cher fait pas. finalement à l'entreprise, donc il faut C'est former, il faut énorme. réinvestir. Justement, on va aller reporter la charge sur les collègues, effectivement. Nous en plus on est sur des métiers où la connaissance de l'entreprise c'est long, hein, c'est Ouais. plusieurs mois. Ouais, Mhm. c'est Donc le recrutement c'est une réponse, mais aujourd'hui on grossit. Le pire c'est qu'on est dans une pente ascendante, Mhm. parce que là on est quasiment à 80, Ouais. mais on a la pression du marché, c'est difficile. On ne peut pas dire à nos patrons italiens, parce qu'on fait partie d'un groupe, ah bah non, on arrête, on ne prend pas les commandes. Parce que c'est laisser la place à la concurrence. Enfin, c'est pareil Bien sûr. pour tout le monde, pour nos concurrents aussi. C'est une espèce de course en avant et aujourd'hui ça devient compliqué. On pourra en rediscuter après. Et un peu- Mais s'il y a de la bienveillance, hein. Oui. Il y a un problème aussi d'attente aussi de la part des gens qui, et je pense que aussi les gens que vous recrutez, ils ont peut-être eux des attentes qui sont un peu. Non, c'est pas le sujet. Non. C'est peut-être. Après, il y a la nouvelle génération aussi qui aspire aussi sur d'autres choses. Mais je pense que ça pourrait être un sujet qu'on pourra en discuter un peu voilà, plus précisément après, si vous voulez. Alors c'est vrai que les causes de stress, on a plusieurs choses. Vous, ce que vous me parliez, c'est l'enjeu en fait. Typiquement, ça repose sur quelque chose qui ne dépend pas de vous. Oui, c'est ça. C'est ça, l'enjeu, c'est bon, voilà, j'ai pris la station de ski, il n'y a pas de neige, mais c'est autre chose. Mais c'est-à-dire que voilà, je dois recruter du monde, mais j'ai personne en face. Voilà. Donc ça ne dépend pas de moi. Il y a un enjeu En plus, pour mes collègues, primordial. je dois livrer une machine. Ouais. Donc en plus, là, il y a tout. Il y a sur l'environnement, il y a le problème de ressources, il y a le problème de ressources matérielles, la sous-traitance. Aujourd'hui, il y a une pénurie en matériaux. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, c'était simple. Hein. Oui, il y a une question d'organisation. Sauf que quand on est au milieu du système, Bien sûr. on est pris en étau entre la demande des clients, entre nos fournisseurs, entre les prix, les gens qui veulent être servis rapidement. Enfin, c'est le jeu de l'industrie, qui est à la fois passionnant, mais quand on arrive à la limite. C'est là qu'à un moment donné, il faut aussi lâcher prise sur certaines choses parce que vous avez plus forcément la main, donc c'est aussi un lâcher prise de dire bon bah ok. Et d'expliquer aux Voilà. salariés, de dire attendez, voilà, tu fais du mieux que tu peux, il arrive un moment, tu n'en es pas responsable. C'est ça. Mais c'est compliqué. C'est pas simple, hein. Mais effectivement déjà c'est une bonne Allez dire démarche. ça aux clients. De toute façon, Oui. J'ai des collègues, ils sont agressés. Quotidiennement, ils sont annulés. Oui. Donc il faut la prendre la charge. Mais c'est pour ça que la gestion des émotions est très importante dans ce cas-là. Parce qu'on peut se faire agresser, c'est ok, mais en fait, c'est comment c'est jamais gérer ok de se faire agresser. et de Non, pas mais Il y a une façon de il y a une façon de faire. Je C'est vous donne ça. un exemple concret qui a été fait aux États-Unis avec des caissières en supermarché. En fait, où il y avait donc, ils ont noté que c'était dans un Walmart, il y avait une partie des caissières qui pétaient des plombs et l'autre qui supportait très bien. Ils se sont posé la question de se dire comment ça se fait qu'il y en a qui. Et en fait, ils ont constaté qu'il y en avait qui se faisaient agresser verbalement, elles se faisaient toutes agresser verbalement, mais il y en a qui prenaient l'agression pour de l'agression personnelle. C'est-à-dire qu'on m'agresse moi. Je suis là et on m'agresse moi, on n'a pas le droit de me parler comme ça, qu'est-ce que c'est que cette. Voilà, j'en ai marre, c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par jour,
Et ce qui fait que ça les a menés à péter un plomb. Et puis il y en a d'autres qui ont mis en place en fait un mode de réflexion différent, qui ont dit finalement c'est pas moi qu'on agresse, c'est la personne qui se trouve là à ce moment-là. Et la personne qui se trouve là à ce moment-là, c'est moi. Donc ça aurait été quelqu'un d'autre, qui aurait pris. Donc c'est pas moi qu'on agresse, c'est l'autre, il vient déverser son énervement sur moi parce que je me trouve là à ce moment-là. Eh ben déverse et puis et on passera au suivant. Et ces personnes-là arrivaient beaucoup mieux à gérer. Donc c'est vrai que là aussi, il y a une façon de se positionner, la façon de gérer son émotion, la façon de gérer tout ça. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, hein, encore une fois. Parce que quand on va plus loin, on va vraiment sur la personnalité intrinsèque. Voilà, et voilà, et autant on peut mettre en place des techniques, mais vous ne changerez pas les personnes. Non. Après, c'est vrai, quand on va parler de QVT, il y a aussi une notion individuelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses où l'employeur ne peut pas intervenir et ça va être un travail sur soi. Voilà, parce que peut-être il y a un manque de confiance ou peut-être l'autre personne va nous agresser, du coup ça va appuyer sur quelque chose chez nous finalement, et on va se dire ah oui, elle a décelé ça et oui c'est ça. Donc il y a aussi cette notion, il va falloir déceler aussi chez soi un petit peu c'est pas ses failles parce qu'on a tous, mais en tout cas ces points d'impact et sur lesquels ça va venir agir dès qu'il y a un petit quelque chose. Hop, ça appuie là, et nous, du coup c'est là qu'on ressort et qu'on prend en tant que personne intrinsèquement dans les valeurs propres. Moi, je m'investis à fond, je fais tout ce que je peux pour l'entreprise, pour mes clients, et finalement, je me prends le bâton. Mais voilà, ça va être aussi un travail individuel. Et dans la gestion des émotions et dans le positionnement par rapport à des événements, effectivement, on a chacun sa sensibilité. Ouais. Par contre, on peut quand même travailler sur certaines choses, mais pour y travailler, il faut commencer déjà par le conscientiser. Parce que si je ne conscientise pas que je peux le faire, je ne le ferai jamais, de toute façon. Et il y a des gens qui, effectivement, arriveront à le faire plus ou moins vite, plus ou moins facilement, voire certains qui n'y arriveront pas du tout. Il n'y a rien qui marche à tous les coups pour tout le monde. Hein. Dans les entreprises, quand je parlais de bienveilleur tout à l'heure, c'est aussi des échanges interpersonnels avec ses collègues. J'ai vécu cette situation, je vais en échanger avec mon collègue et on va refaire la situation. Finalement, qu'est-ce qui a déclenché peut-être, par exemple concret que j'ai vécu moi dans mon entreprise, en voulant rassurer un client, j'ai parlé, ne vous inquiétez pas. Et en fait, moi, c'était vraiment pour le rassurer, pour essayer de le mettre dans un cocon. Et la personne, ce qu'elle a entendu, c'est que je minimisais sa situation. Et du coup, ça a enclenché une situation dégradée. Et c'est parti dans un conflit. Donc des fois, effectivement, c'est bien de refaire le point avec, sortir du contexte, prendre du temps, un peu la phase repos, parce que du coup, on est monté aussi, ça va être ces actions-là. Hein, on est monté, on s'est suradapté pour cette situation. Comment je redescends, parce que derrière, on sait que s'il y en a un deuxième qui nous rappelle dans la foulée, on va monter, et dans la fin de journée, voilà, ça peut être très difficile. En tout cas, ça va être vraiment ça, c'est poser ce temps de recherche, de récupération. Ça peut être aussi parler par là avec son collègue, avec son manager, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et puis ça peut se dire, bon, finalement, c'est pas tant moi, c'est vraiment la situation, et de se libérer de ça aussi, ça peut passer par là. Donc les causes de stress, on voit que c'est multiple, hein, en fait. Ouais. De toute façon, encore une fois, c'est multifactoriel. Certaines sur lesquelles on ne peut rien faire. Donc comme vous disiez, l'enjeu, oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est quand même pas bon fait. S'il n'y a pas de candidat, c'est pareil, vous avez le même problème. Vous n'arrivez pas à recruter parce que vous n'avez rien à mettre en face. Mais c'est pas de votre fait, c'est pas de votre faute, c'est pas vous qui allez trouver une solution à ce problème-là du jour au lendemain. Mais je comprends que dans votre activité, ce soit une source de stress. Il y a la responsabilité, bon, des fois des décisions à prendre, et puis des décisions qu'on me pousse à prendre par pression externe. L'insécurité, ça c'est plutôt, alors ça peut être vécu, bon, il y a l'insécurité, les incivilités, donc justement, voilà. La précarité, c'est un peu, je dirais, individuel, s'il y a des gens qui vont se sentir, qui vont ressentir une précarité, ou d'autres la ressentiront pas, donc bon, la nouveauté, oui, il y a des gens qui sont justement, je crois que vous disiez, Madame, que vous étiez, vous, dans il y a une nouvelle direction, une nouvelle... voilà, ça aussi, ça peut être parce que la nouvelle direction, dans laquelle vont être les nouvelles orientations, voilà, ça peut créer aussi l'environnement de travail qui peut être sale, bruyant. Et puis les comportements humains, ça, c'est ce qui stresse, en fait, au-delà de tout le reste, d'ailleurs, c'est une des principales sources de stress. Le comportement humain. Ça, c'est vraiment la principale source de stress. Alors, il y a le comportement des autres, mais il ne faut pas perdre non plus de vue qu'il y a aussi mon comportement, et c'est ce qu'on disait, mes attentes, mais voilà, je peux moi aussi avoir des attentes, et je
je peux aussi apprendre à régler le curseur, à revoir mes attentes à la baisse. Il y a certaines choses aussi où je peux être quelqu'un qui va par exemple, des personnes, pratiquement chaque fois qu'elles font quelque chose, il faudrait quand même leur dire c'est bien, bravo, ce que tu as fait c'est très bien, bravo. Bon, il y a un moment c'est pas faisable, c'est pas jouable, donc il faut peut-être revoir ces choses-là à la baisse. Quelqu'un qui est dans cet état-là, il faut peut-être qu'il se pose et à travailler, c'est ce que tu disais, c'est le travail sur soi. Donc tout ne vient pas de l'entreprise, tout ne vient pas de l'environnement, on a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Qui est responsable de mon bien-être au travail, c'est la part de chacun aussi. Alors le stress, les mécanismes du stress, c'est-à-dire que comme on disait tout à l'heure, je pense que j'ai les ressources pour faire quelque chose. Mon environnement attend de moi, alors j'insiste sur un fait, attend de moi de manière factuelle, c'est-à-dire que c'est clairement identifié ce qu'on attend de moi. Et ce que je sais faire et ce qu'on attend de moi, je sais faire ce qu'on attend de moi. Donc là, je suis dans ma zone de confort, c'est mon boulot habituel, je le fais très bien, ça va très bien. Ensuite, je peux passer justement avec une demande, il peut y avoir un déséquilibre entre ce que je pense que je peux fournir, ce que je sais que je peux fournir, et ce que mon environnement attend de moi, mais là encore de manière factuelle. On va me faire une demande, peut-être qu'on va me dire, tiens, il faudrait que tu prennes en compte ça, ah oui, mais ça, je ne maîtrise pas bien, ou c'est une compétence que je n'ai pas bien acquise, ou qui me manque, et ça me stresse. Bon, ça, c'est le stress qui va faire évoluer, c'est-à-dire que si on me demande quelque chose, de manière factuelle, c'est identifier que ça me manque, je vais avoir des ressources, à moi de mettre en place ces ressources pour aller chercher ce qui me manque. Une formation, un savoir-faire, des choses comme ça. Donc ça, je vais aller le chercher, c'est ce qui va me faire avancer, c'est ce qui va me faire évoluer. Donc là, je vais rentrer dans un mode de stress moteur. C'est le stress qui me fait faire un effort, qui me fait progresser. Et puis ensuite, il y a le stress qui est inhibiteur, et là, en fait, c'est quand il y a un tel déséquilibre entre ce que je sais faire et ce que mon environnement attend de moi que c'est même pas la peine, de toute façon, j'y arriverai pas. Et là, on voit très souvent que ce qui se passe, c'est que à la demande factuelle, il y a la demande supposée, c'est-à-dire qu'en fait, on est aussi responsable personnellement là-dedans, c'est que très souvent, on suppose. On suppose qu'on attend de moi. Il me semble que je suis sûr que j'ai la certitude qu'on attend ça de moi. Et en fait, c'est moi qui me le suppose. Et c'est là où, en fait, ce qui est indispensable de faire, c'est quand on a cet état-là déjà, c'est de commencer à aller faire préciser les choses. Faire factualiser les choses, parce que tant qu'on est dans la supposition, on va en rajouter, on va en rajouter, on va en rajouter, et là, la balance, elle va faire elle va se mettre à la verticale, et je serai incapable de faire quelque chose. Donc le stress niveau 2, pour en sortir, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire je vais chercher la ressource nécessaire, je vais chercher la compétence qui me manque, je vais donc, au final, au bout d'un certain temps, arriver à répondre comme il faut et pleinement à la demande, je vais remonter niveau 1 à l'équilibre, et donc je vais revenir dans une zone de confort qui sera élargie par l'accumulation d'un savoir-faire. Si je suis en stress niveau 3, ben justement, la demande factuelle, comme j'ajoute mes suppositions, c'est ce qui la rend ingérable et ce qui va me plonger en zone de panique. Et donc, en fait, il faut que je revienne vraiment à une identification factuelle. Et ça me permettra, à partir du moment où c'est une identification factuelle, de revenir à qu'est-ce qui me manque pour répondre à cette demande. Et là, ça sera clairement identifié. Alors peut-être que ce qui me manque, c'est très très gros, ça demandera beaucoup de temps, beaucoup de travail. Ça peut être encore une autre chose, mais ça ne sera pas ingérable. Ça sera difficilement gérable, ça prendra peut-être plus de temps, mais ça ne sera pas ingérable. Alors que si je reste dans le supposé, là je vais rester bloqué dans le fait que je me persuade que de toute façon j'y arriverai pas. Et donc je vais rester dans la zone de panique, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de compenser ça d'une manière ou d'une autre, et je vais finir par péter un plomb, et là encore, je vais me retrouver en burn-out. Donc il y a quand même 9 points qu'on a mis aussi, c'est-à-dire que dans la prévention des RPS, il y a quand même ces points-là, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais bon, d'arriver à évaluer la charge de travail, essayer de la répartir, mais bon. En fait, là, avec notre équipe, toutes des équipes d'experts, chacun ses spécificités et on pourra vous apporter des éclairages un peu différents avec des ressources, des outils, notamment avec l'enquête. Je ne sais pas si vous utilisez l'enquête de satisfaction, enfin surtout le climat social, savoir comment ça va au niveau de vos salariés sur les différents besoins. Non, vous n'utilisez pas de questionnaire pour prendre la température un petit peu au quotidien? Je sais qu'ils l'ont fait chez Bonioni, mais ils n'avaient pas trouvé que c'était pertinent. Ouais.
C'était un questionnaire qu'ils avaient fait eux-mêmes, vous ne savez pas? Non, je pense qu'ils s'étaient fait aider, mais finalement, ça n'avait C'était pas... anonyme. Je ne sais pas trop comment ils avaient fait ça, je sais qu'ils l'ont fait. Et moi, j'ai toujours un peu de réticence par rapport au questionnaire. Ouais, au questionnaire ou à l'intervention de quelqu'un extérieur. Ok. Alors, je vais reprendre les... Je vais juste... C'était une réticence par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait que... Les gens ont l'impression, d'ailleurs, je ne sais pas comment on ressentent les autres DRH, mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir une certaine écoute, on les écoute, mais après on ne peut pas forcément résoudre la notion individuelle. Typiquement le salaire, ils viennent, ils demandent une augmentation, on les a écoutés, et il ne se passe rien derrière. Je me demande si c'est pas pire. Ok. Ah, le fait d'ouvrir la porte, vous avez la sensation d'ouvrir la porte au banc d'or et du coup que les salariés vont demander encore plus que ce qu'ils Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une plus grande frustration parce qu'ils ont exprimé à quelqu'un qui est censé hiérarchiquement avoir un certain pouvoir. Et finalement, la personne, elle ne vaut pas plus que le manager. Alors après, l'idée du questionnaire, c'est aussi faire ressortir effectivement les aspects un peu négatifs, mais ça va être aussi faire ressortir les aspects positifs pour aller contrebalancer aussi ça. C'est-à-dire que dans le questionnaire, on va avoir une partie que les salariés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est bien aussi dans l'entreprise, parce que des fois, on ne le voit plus, ce qui est bien dans l'entreprise, qu'est-ce qui est fait dans l'entreprise. Du coup, ça va être aussi contrebalancé. C'est ça aussi, justement, pour dire, est-ce que finalement, d'aller chercher ces valeurs intrinsèques qu'on parlait, effectivement, il y a le salaire. Aujourd'hui, ça peut être parlé qu'au niveau du salaire aujourd'hui, vous êtes peut-être plutôt bien payé par rapport d'ordre général. Aller rechercher des valeurs intrinsèques aussi, et ça va être aussi la base du questionnaire, d'aller régulièrement questionner ça pour aller contrebalancer cette question, parce qu'elle y est pour tout le monde. Avec Myriam, on fait les questionnaires en entreprise et la question de salaire ressort énormément. Mais le fait d'aller chercher d'autres leviers de motivation, l'autre levier ça peut contrebalancer. Parce qu'on entend... on privilégie les entretiens. Alors, après les questionnaires, ça peut être professionnel. Tout à fait. On a quand même des petites équipes, ce qui fait que... Voilà. Oui, c'est plus facile de discuter en direct. C'est pour ça que, en fait, un questionnaire, c'est en one shot. Après, il y a toujours les échanges que vous allez avoir informels aussi. Ces réunions, ça peut être mensuel, ça peut être annuel. Ça peut être sur différents formats, bien évidemment. Mais c'est bien d'avoir des fois un cadre général pour pouvoir aller piocher aussi des petits postes. Que dans les questionnaires, vous avez différentes strates aussi. Vous avez différents besoins. On peut parler de la pyramide de Maslow avec les besoins de base, les besoins d'appartenance, des besoins. C'est d'aller chercher tous ces leviers d'inspiration et de motivation aussi. Pour rebondir un peu sur ça, en fait, on se rend compte, on en a parlé tout à l'heure, que le sens au travail aujourd'hui est de plus en plus important. Et effectivement, avant, on travaillait pour un salaire. Aujourd'hui, alors oui, on travaille toujours pour un salaire, on a besoin de payer nos factures à la fin du mois. Mais on se rend compte que les salariés ont besoin d'autre chose, et encore plus avec le confinement, où là, on est en recherche de sens, on est en recherche de reconnaissance, on a besoin de valorisation. Et en fait, le salaire, ce n'est plus un argument, et je pense qu'il peut effectivement être contrebalancé, comme disait Mélanie, il y a un équilibre. Ok, on a écouté, il y a une demande sur les salaires, on ne peut pas y répondre. En revanche, nous, ce qu'on vous propose, c'est un peu plus d'écoute, un peu plus de considération, un peu plus de cohésion, c'est de faire en sorte de vous sentir mieux dans l'entreprise. C'est que, est-ce que vous préférez aller dans une entreprise où vous vous sentez mal et vous êtes super bien payé, ou est-ce que vous préférez aller dans une entreprise où vous êtes un peu moins bien payé, mais au moins vous êtes bien dans vos bottes, vous êtes bien à votre poste et on prend soin de vous, on vous écoute. Et alors, tout ce qu'on dit là, moi j'ai une vision un peu globale, donc je vais vous faire part pour un peu recentrer notre discours et pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Ça peut paraître très utopiste, c'est clair. Oui, parler avec ses collègues, dire ses émotions à son manager, etc. Nous, on est là pour partager ce côté plutôt positif, et oui, c'est possible. Nous, on est là pour ouvrir le champ des possibles et dire qu'il y a des solutions. Donc, on a 12 coachs, nous, on est reboostés à bloc, on croit au mieux, on croit qu'il y a toujours des solutions, etc. Et on est là pour partager ça. Mais c'est la réalité, c'est possible. J'ai jamais
dit non à personne. Voilà, en face de chaque problématique, il y a une solution. Et il faut réussir à la déjouer, justement. C'est un peu, j'ai une image qui me vient, quand on parle une langue étrangère et qu'on ne sait pas dire un mot, parce qu'on n'a pas le vocabulaire dans nos connaissances, et ben on trouve une façon détournée d'exprimer notre idée. En fait, là, c'est pareil. Vous avez une problématique, déjà, il faut savoir la détecter. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi avec ces systèmes d'enquête et d'interview face à face. Et à vous aussi et on est là aussi pour sensibiliser les entreprises justement à cette écoute active et rester dans le positif en disant ok, il y a une solution, on ne peut pas répondre à la demande des salaires, en revanche ce qu'on vous propose, voilà, il y a peut-être d'autres choses à aller gratter, à aller chercher, que la personne elle se dit oui, bah finalement si effectivement j'ai des cours de sport, je dis n'importe quoi, hein, mais ok, si on mettait des cours de yoga entre midi et 2, bah, ça me permettrait peut-être de ne pas avoir à payer un abonnement de yoga qui me coûte 500 balles l'année. Bon, bah, à la limite, je veux bien faire des cours de yoga en entreprise, ça me réduit un peu mon budget. Voilà, c'est de dire, il y a peut-être des solutions. On a un partenariat, par exemple, avec de la conciergerie d'entreprise. Donc, ok, j'ai pas le temps, je suis stressée, et puis j'ai pas le temps, je suis stressée parce que j'ai pas le temps d'aller ramener mon truc au pressing, aller envoyer le colis que j'ai posté pour Vinted, j'ai pas le temps. Et ça, c'est une source de stress qui est personnelle, mais qu'on ramène dans l'entreprise parce qu'on est quand même stressé. Et l'entreprise a les moyens de répondre à ce stress avec des petites solutions, des petits outils du quotidien qui vont aider les salariés à gagner du temps et à gagner un peu de sérénité. Donc par exemple avec de la conciergerie, un service de conciergerie, on a quelqu'un qui fait une permanence une fois par semaine dans l'entreprise, par exemple, et qui va s'occuper d'aller amener votre colis, amener votre robe chez pressing, enfin pressing, voilà. Et en fait, c'est plein de petites actions et dans la gestion du stress aussi, des ateliers qu'on peut proposer aux salariés pour leur dire oui, on a une surcharge de travail, oui, l'environnement de travail il est compliqué parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a eu plein de changements, enfin voilà, et on est sans cesse en adaptation par rapport à tout ça, mais on vous offre aujourd'hui la possibilité de pouvoir le gérer. Moi, quand j'ai des personnes qui me disent oui, mais Myriam, t'es gentille avec tous tes trucs, tes ateliers, mais on n'a pas le temps. Oui, mais pourquoi tu n'as pas le temps? À un moment donné, voilà, pour pas arriver dans cette phase de surcharge où tout explose, il faut aussi à un moment donné dire stop, se recentrer, revenir un peu à soi. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des coachs qui sont vraiment spécialisés dans la connaissance de soi. Eric, lui, il accompagne sur l'évolution professionnelle, mais aussi sur la vie, en fait, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dissocier sa vie perso de sa vie pro, c'est difficile. Donc aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin de se revenir à soi, de se recentrer sur soi, et ensuite de le répartir, enfin de partager avec les équipes. Mais avant d'être bien avec ses équipes, avec ses salariés, avec ses managers, il faut être bien avec soi-même. Et nous, on est là en fait pour dire qu'il y a des solutions. Il y a des personnes, on est malade, on va voir un médecin, on va prendre des médicaments. Et ben, si on n'est pas bien, là c'est pareil, on va voir quelqu'un, on se fait aider. Et nous, on est là pour ça. Et vous, en fait, dans l'entreprise, vous avez aussi voilà, ce rôle, comme disait Mélanie, la QVT, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de soi-même. Donc déjà, prendre conscience et réaliser que, oui, à un moment donné, là, j'ai un problème, donc stop, j'arrête, et on pose les choses et on en parle. Ça peut être psychologique. Il peut y avoir, effectivement, si on passe des phases où là, un coach, lui, va plutôt se centrer sur l'avenir, sur les solutions, atteindre des objectifs, etc. Mais si derrière, il y a des soucis qui sont d'ordre un peu plus psychologique du passé, etc., il y a des psychologues du travail qui peuvent intervenir dans l'entreprise. C'est possible aussi. Et prendre du temps pour soi et revenir un peu à soi, ça permet déjà d'être mieux en interaction avec les autres, donc de mieux collaborer, de pouvoir mieux exprimer, gérer ses émotions. Et en fait, après, c'est un effet domino. Si moi je vais mieux, mon entourage va le ressentir et ça va aller mieux. Donc voilà, un peu pour recentrer, pour voir cet esprit un peu plus global, dans l'entreprise, dire qu'il y a une sensibilisation. Donc ce qu'on fait là, justement, d'expliquer ce que c'est que les risques psychosociaux, les facteurs, comment on détecte. Déjà, c'est d'être sensible à ça, sensibiliser les équipes à ces notions-là pour être attentif à soi-même et attentif aux autres, et avoir le culot, avoir la force et les compétences et les ressources pour aller parler de ça. Et en fait, parler, c'est la première, et ça Mélanie le disait tout à l'heure,
Et oui, ça peut paraître un peu utopiste, oui, c'est bien gentil, vous êtes mignon, mais c'est possible en fait. Parler, exprimer les choses, que ce soit en face à face si on est plus à l'aise, lors d'un entretien, ou en collectif avec des réunions de coaching, de groupe, etc. Et on a des outils, les coachs ont des outils, et je vous assure que pour l'avoir vu, avec des techniques, on peut aller casser des croyances, des codes, des choses qui sont très limitantes dans le personnel et dans le groupe. Et avec tout ça, une fois qu'on a cassé, mais vraiment, hein, mais même auprès des dirigeants, hein, moi j'ai vu des coachs, les dirigeants étaient très réfractaires à tout ça, le bien-être en entreprise, c'est sympa. Bon, on le fait déjà, on fait du team building, on a une table de ping-pong, on a oui, c'est très bien, hein. Mais alors les employés ils étaient tous en limite burn-out. Donc à un moment donné, il faut savoir se poser. Et lui, on a réussi à lui faire, à casser la petite coquille en fait qui bloquait tout. Et à un moment donné, il s'est effondré et là il a dit je ne vais pas bien. Il s'est rendu compte que finalement c'était lui qui n'allait pas bien et que ça découlait forcément sur plein de problèmes dans les équipes parce que il mettait tout son stress sur ses managers, sur ses équipes, etc. Et du coup, toute l'entreprise qui avait l'air plutôt bien, au final, ça n'allait pas du tout. Il faut des choses qui permettent de prendre du recul aussi, parce que je pensais à ce que vous disiez, on est obligé de répartir la charge de travail, parce qu'on manque de recrutement. Comment ils le vivent, les employés? C'est-à-dire que la charge de travail, ils comprennent bien que c'est parce qu'il y a un manque de recrutement, ou c'est parce que c'est l'entreprise pour faire du pognon qui n'importe plus? Parce qu'il y a ça aussi, c'est que des fois, ça va finir par créer ce truc, c'est-à-dire qu'ils nous en demandent toujours plus. Non. Mais la raison, elle est que... Non, du tout, là, je veux dire, tous les métiers, on est tous en tension de toute façon. Le Covid a bien désorganisé. Là, de toute façon, c'est l'histoire de l'entreprise. Elle a été un peu désorganisée parce que c'est une entreprise qui a grossi et on a fait des blocs. Donc là, aujourd'hui, on est sur une réorganisation complète. Mais il n'empêche que ce manque de ressources, les gens ont conscience. On n'arrive pas à recruter, mais il y a de la bonne volonté, il y a de l'envie, parce qu'on a des belles valeurs. Mais il y a une vraie souffrance au travail là, depuis. Là, parce qu'en fait, il y a une phase de transformation. La société, là, en 2 ans, avec le Covid, elle s'est transformée. Non, pas chez nous. Pas chez nous. Non, mais dans le général. C'est parce qu'il y a du mal à recruter. Et c'est pas que dans l'industrie, c'est dans beaucoup de milieux dans le secteur, parce que les gens ne veulent plus travailler. Ils se sont rendu compte qu'ils étaient bien chez eux, ou bien ils se sont mis à leur compte. Aujourd'hui, il y a une recrudescence des entrepreneurs. Moi je suis entrepreneur depuis 10 ans, je n'ai pas attendu le Covid, mais aujourd'hui il y en a de plus en plus, et puis c'est une réalité. Sauf qu'en fait dans l'entreprise on continue à faire comme avant, alors que ce n'est plus comme avant. Donc vous cherchez à recruter, et on ne recrute plus de la même façon, alors effectivement c'est super de trouver des moyens. Vous avez ce problème avant le Covid. Ça a appuyé, mais c'était déjà là depuis longtemps. Non, puis l'industrie, c'est particulier, vous avez un vrai problème de recrutement, parce que l'industrie, ça fait déjà belle lurette que de toute manière, c'est en désaffection, et qu'on ne... Déjà, regardez en France, on ne produit quasiment plus rien. On est un pays qui se désindustrialise à vitesse grand V, donc c'est vrai que l'image... C'était le débat tout à l'heure. Et après, pour en revenir à la qualité de vie au travail, moi, je suis confrontée aussi à la limite entre vie privée et vie professionnelle. On n'est pas des psys. Donc on est toujours sur la limite en fait. Parce que quand les gens commencent à dysfonctionner, et là je vous rejoins, pour avoir connu, j'ai des amis dans mon environnement personnel, plus ce que j'observe au travail, qui sont passés par la phase burn-out. On se rend compte que c'est rarement que le travail. Tout à fait. On a des personnes j'ai des amis qui veulent être des super mamans, des super épouses, des super professionnels, et dans le trop, dans l'imperfection, tout ça. Donc il y a quand même un terrain. Mais pour ça, il faut que la personne, elle accepte d'échanger. Donc chez nous, c'est vrai que mes collègues, je les connais très bien, ils échangent, et il y a toujours un petit peu ce terrain. Mais après, c'est quoi la phase? Va te faire aider, Alors, il y a un travail en interne, on fait ce qu'on peut, mais après, il y a le travail sur soi-même, ça ne nous appartient plus. Non, tout à fait. Et cette frontière, pour les RH ou les managers, elle est délicate. C'est pour ça qu'il faut la elle est délicate. Nous, on a un collègue qui a pété un plomb là, il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait un moment que j'avais repéré que ça n'allait pas. On en a, mais pareil, dans le déni, c'est la faute de l'entreprise. Enfin, je me suis tellement retrouvée
oui. Ça faisait écho. Et là, avec mon nouveau patron, on était d'accord. C'est nous qui avons demandé de se mettre en arrêt de travail. C'est vrai, parce que vous avez un rôle de détection, justement, là, vous avez su détecter. Voilà, mais après, effectivement, et on ne sait pas comment on va faire dans nos études là. Là, on est confronté à comment on va faire. Et c'est pour ça qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux chez nos clients. Mais bon, c'était la santé du salarié. Ça ne vous aurait pas apporté de toute façon de le garder inefficace, voilà, ça ne sert à rien. Inefficace, et puis ça commence à se compliquer avec les autres. Et puis surtout, il faut aussi faire harcèlement, il fallait qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et puis après, la durée des personnes qui sont détectées assez tôt, finalement, l'arrêt de travail sera peut-être moindre qu'une personne qu'on va le détecter beaucoup trop tard, qui va partir sur un arrêt de travail de 6 mois, de 8 mois, à plus long terme. Le fait de le détecter tôt va pouvoir mettre en action des choses très rapidement et qui pourront peut-être... Ce qui est compliqué pour nous, c'est quels moyens on a. Alors attention, il y a des moments où vous n'avez plus les moyens. Quand on est sur l'individuel, c'est plus votre ressort. Pour éviter que les collègues soient en souffrance, on peut pas avoir de risque zéro. Quand on a trop de travail, qu'on a des gens qui sont pas tordus, qui sont investis. Est-ce qu'on doit dire on ralentit l'activité Après ça c'est justement parce qu'ils sont dans le même état. Bien sûr. Et c'est justement, c'est des décisions à prendre. Et à un moment donné, comment on prend les décisions si on ne se pose pas pour réfléchir à l'avenir avec un objectif, avec des ressources. Quelles sont les ressources? Vous avez peut-être des partenaires, peut-être que vous pouvez sous-traiter si vous n'avez pas les ressources. On a fait venir un consultant, un automaticien indépendant. Voilà. Alors je pense que ça va coûter. Il fallait répondre à il fallait servir le client. Mais effectivement, voilà, il y a des solutions, mais si à un moment donné on ne se pose pas pour les dire ces solutions, voilà. Et puis alors, pareil, je reviens un peu mais sur ce que vous disiez tout à l'heure, entamer une action et qu'il n'y ait plus rien derrière, c'est la pire des choses. Non, faut pas. Ça, c'est moi, voilà, quand je commence à travailler avec un client, c'est la première chose que je dis. Alors attention, là, vous vous engagez envers moi, ok, moi je suis prestataire, je viens vous proposer mes services. Si vous arrêtez avec moi demain et que ça va avec un autre, c'est pas grave, il n'y a pas d'engagement vraiment. Mais par contre, vous vous engagez envers vos salariés. On ne commence pas à prendre en charge, à dire, écoutez, la QVT, on va s'en charger. Alors ça peut paraître un gros mot, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Et nous, on arrive carrément, moi j'ai des affiches que je propose à mes clients, ils les mettent dans l'entreprise en disant l'entreprise a fait appel à My Business School pour prendre en charge votre quotidien. On a une réelle volonté de vous accompagner, de faire en sorte d'avoir un quotidien un peu meilleur. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Enfin voilà, avec un peu d'humour, en disant voilà, mais de l'afficher, on est là, on est avec vous. Par contre, on est sur un programme. On est sur un programme. Alors, pas de QVT, mais on a une formation qui dure quasiment 9 mois. Oui, on peut même aller à 12 mois en management. Ou c'est du management à la carte. Enfin, c'est une formation à la carte, c'est limite du coaching. Et donc, on travaille là-dessus. On est sur des managers coaching. Mais il faut se laisser le temps. Par contre, attention, il faut aussi prendre conscience qu'il y a un engagement et que, comme on le disait tout à l'heure, les risques psychosociaux, ça met du temps à arriver et puis ça se dégrade, plutôt comme ça. Et ben, les actions, c'est pareil, ça met du temps. On a mis du temps à se dégrader, on va remettre du temps à remonter. Donc il faut se laisser le temps, prendre conscience qu'on ne va pas résoudre les problèmes comme ça. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que je dis aussi. Attention, c'est pas parce qu'on arrive dans l'entreprise, qu'on décide de faire appel à des coachs, etc., que tout va bien se passer du jour au lendemain. C'est un travail, un suivi, et c'est pour ça que je le disais, la nuance avec l'événementiel, où on fait des séminaires, des team building, même des formations. Des formations, c'est très bien en soi. Mais s'il n'y a pas un suivi régulier, et nous on est là pour sensibiliser à ça, il faut qu'il y ait un suivi régulier. Alors soit avec une personne extérieure comme nous, soit en interne, d'avoir quelqu'un qui soit garant un peu de ça et qui porte un peu le truc en disant ok, qu'est-ce qu'on peut faire ce mois-ci pour... Voilà. Et justement, l'enquête permet de détecter les besoins urgents. Donc s'il y a des besoins sur les managers, par exemple, on va prendre en charge les managers. Et là, on leur dit on va faire une formation coaching, formation à la carte, c'est très très bien. Et après, forcément, il y aura des effets, mais le temps de voir ces effets-là, ça va être long. On vous dit c'est 9 mois. Ce qui est super compliqué, en fait, quand je vous écoute, c'est que ça paraît clair une fois que la personne n'est pas en burn-out. Ah oui, c'est clair. Les signaux, on les voit presque a posteriori. Mais c'est pour ça qu'il peut y avoir. On a aussi des collègues qui ont un caractère de chien. Oui, bien sûr. Voilà. Pour pas dire le mot. Mais c'est le changement, c'est vraiment un changement de comportement qu'on évoquait.
Oui, mais c'est insidieux. Oui. Parce que le collègue dont je vous parle, Ouais. ça fait limite un an et demi. Alors après, on peut se dire, bah tiens, il s'est effectivement posé la question, est-ce que je change d'entreprise pour sens dans le métier. Et pour moi, ça ne me choque pas, quelqu'un qui a passé 10 ans dans une entreprise. Je l'ai toujours dit, moi, que vous ayez envie un jour de partir, ça fait partie de la vie d'entreprise, comme ça fait partie de votre projet professionnel. Mais après, arriver à identifier, comme je suis très proche de mes collègues, j'arrive à identifier, moi j'en dis toujours, partez pour les bonnes raisons, ne partez jamais quand vous êtes mal, parce que ce ne sera pas un bon choix. Mais avec 80 personnes, on ne peut pas être c'est pour à ça que l'écoute. tout le monde... Alors les managers doivent le faire aussi. Oui, mais les salariés entre eux aussi. Hein. C'est là que c'est important ce que vous dites. Vous êtes 80. C'est pas une personne qui va porter ça. C'est pour ça que toute l'entreprise doit être sensibilisée, informée, sache ce que c'est, comment ça se détecte, comment ça se voit. Parce que vous, votre collègue, vous allez le voir peut-être une fois de temps en temps, vous n'allez pas pouvoir le déceler. Mais la personne qui va travailler quotidiennement va peut-être déceler des petites choses régulières. Un petit détail qui va faire que... Et c'est pour ça que la notion que tout le monde doit être sensibilisé à ça. Et après, c'est quoi le message? Ah, je ne le sens pas bien en ce moment. On est toujours le psycho, et puis après, je fais quoi? Je cafte, je vais dire... Non, justement, c'est pas d'aller cafter, c'est de dire à la personne concernée, de dire... J'ai l'impression que tu vas pas bien en ce moment. Et c'est là que c'est pas une tare d'avoir un burn-out et d'aller... Mais les personnes, voilà, enfin, pour le voir au quotidien, des personnes n'osent pas le dire et se dénient parce que pour eux, c'est dégradant de dire je ne suis pas efficace au regard de mes collègues. Voilà. Donc, c'est vraiment de mettre ce côté, laisser l'opportunité que c'est pas si grave, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais qu'on peut en parler et on peut le détecter. C'est important que les langues se délient et on n'est pas dans du cafetage. Lui, il n'a pas fait ça parce que. Voilà, où il a pleuré au travail. On sait, on a identifié les personnes qui étaient en souffrance. On n'a pas de solution. Est-ce que vous êtes allé les voir déjà pour leur dire? Mais oui, mais on en discute. Et après, mais moi, je leur dis, tu me fais peur là, en ce moment. Va voir ton médecin, arrête-toi. Non, je peux pas. Oui, mais il y a une responsabilité individuelle. Il y a une responsabilité individuelle. Une personne va pouvoir me remplacer. Je suis indispensable. Et sur certains postes, c'est une vérité. Il y a des postes qui ne sont pas interchangeables parce qu'on n'est pas encore à une taille où on va y arriver là. On travaille dans ce sens-là, ça fait partie de mon objectif de faire en sorte qu'il n'y ait pas de postes qui soient des postes clés qui soient figés. Il faut que la personne puisse partir en vacances. Elle a le droit de... et la boîte elle continue à tourner. Mais là, il y a certaines personnes puis en plus qui s'organisent autour du fait d'être indispensable. C'est très français ça. Je ne partage pas mon savoir, je ne partage pas ma compétence, parce que, entre guillemets, je suis indéboulonnable. C'est peut-être là où il y a un travail aussi, c'est de faire en sorte d'élargir. Regarde ce que tu mets en place, regarde la charge que tu te mets sur les épaules, toi-même tu te tiens le mal dans le pied. Voilà, mais justement, vous pouvez l'accompagner sur ça. Ton poste, là, ça ne va pas. On va revoir l'organisation, et là, du coup, on passe sur la phase organisation, parce que concrètement, la personne elle parle, elle n'est pas direction, mais il y a tellement d'autres chantiers. Et c'est le parent pauvre. Et la qualité de vie au travail, c'est comme les ressources humaines. Moi, mes patrons, le deuxième est en train de faire la même chose et j'ai prévu une explication. Comment dire, bienveillante, parce que franchement, j'ai un patron qui est super, mais de dire, fais gaffe. Le RH passe toujours à la fin, passe après les clients, passe après. Et donc, nos rendez-vous, notre séance de travail, on les reporte, parce que ce qui fait vivre l'entreprise, c'est le business, c'est les clients, c'est les contrats, et dans le travail qu'on fait en réunion, ça va être en tes recrutements, comment on fait ci, comment on fait ça, bien-être au travail, il y a un tel qui est, il y en arrive. Et quand on en arrive là, c'est trop tard, mais c'est pour ça que nous, on a une réelle volonté de faire changer les managers, de faire prendre conscience aux managers et aux dirigeants. Déjà ça, et pas parce qu'ils vont sensibiliser les managers. Parce que justement, un peu d'avance. Et si on prend le problème à la source, là effectivement, ils vont aller chercher les clients. Oui, non, mais si vous n'avez plus de salariés pour répondre aux besoins, ça sert à rien. Vous allez chercher tous les clients que vous voulez, s'il n'y a plus personne pour répondre à la demande. C'est là.